Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dr Younes Ben Abdelaziz, interne en médecine. Merci d'être là à notre live aujourd'hui pour une autre conduite. Donc, le cours où la conduite est une conduite très importante pour les urgentistes, les médecins généralistes, les praticiens, les externes ou internes en médecine. C'est une conduite à tenir devant une brûlure, prise en charge et tout ce qui concerne les brûlures, préparée par une assistante en chirurgie plastique, Dr Iman Khilla. Donc, essayez de partager le live au maximum. Donc, on commence, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on va répondre ensemble avec Dr Iman Khilla. Donc, je laisse la parole à Dr Iman. Merci Bonsoir, beaucoup, Dr Iman. Bonsoir, Hakima. Salam alaikum. Bonsoir à toutes et à tous. Samhouna al retard. Merci d'avoir assisté à notre live. Avec plaisir, oui. Merci à vous. Donc, نبداو على بركة الله حكيمة. Oui, alors, نبدأ le cours. Bonsoir, Dr Aït Rahman. Oui. Bonsoir, Dr Markinda. Donc, نبداو حكيمة بإذن الله. Oui. Alors, l'objectif de notre cours aujourd'hui est de savoir surtout reconnaître quand un patient brûlé doit être et quand il peut être pris en charge en ambulatoire. Car il faut se rappeler, toutes les brûlures ne nécessitent pas une hospitalisation. Nous verrons donc les deux situations. Quelles sont les conduites à tenir? Comment assurer la prise en charge initiale? Comment effectuer un triage efficace? Et surtout, quand adresser le patient vers un centre spécialisé pour garantir la meilleure prise en charge possible. D'accord. Complément du cours, voilà. Comme définition, bon. Beaucoup d'entre vous, la brûlure, c'est juste une brûlure de la peau, uniquement. Mais non, la brûlure peut intéresser toutes les structures, y compris l'os. Et c'est ce qu'on appelle, par exemple, la carbonisation. C'est les brûlures du 4e degré qu'on va voir après. Et donc, c'est la destruction partielle ou totale cutanéo-tégumentaire par un agent thermique. Thermique, pourquoi? Parce qu'on va entamer les brûlures thermiques, parce qu'il existe aussi des brûlures électriques et chimiques. C'est un problème de santé publique compte tenu de sa fréquence, et ce malgré
les actions de prévention, éducation et conseil, avec un pic chez l'enfant. Chez l'enfant, pourquoi? Parce que ça peut être accidentel, et chez l'adulte dans le cadre des accidents de travail. Le siège, c'est les mains, c'est logique parce que c'est notre outil de contact et de préhension. Les circonstances, donc la plupart des brûlures surviennent à domicile, dans le cadre d'accidents domestiques. Les agents causaux, donc soit par contact solide, par exemple les braises, fer chaud, les pots d'échappement, ou bien liquide, eau bouillante, l'huile, par flamme, donc explosion de gaz, vapeur d'essence, ou par rayonnement ultraviolet, c'est le soleil tout simplement, c'est les rayons ultraviolets. Le diagnostic est clinique, il est posé à l'inspection. Le traitement, donc, il peut aller d'un simple geste jusqu'à une prise en charge longue et multidisciplinaire pour les brûlures étendues, donc pour les grands brûlés. Les complications donc, précoces engageant le pronostic vital, on va voir pourquoi après. Et tardives, bon, c'est les séquelles. D'où l'intérêt de la prévention. D'accord. Donc l'anatomie de la peau, راح نقول لكم brièvement برك l'anatomie de la peau وعلاش parce que راح نحتاجوها après في l'anapathe et la classification de Dupuytren. Donc je vais pas trop tarder. Donc la peau est l'organe du corps humain à la fois le plus étendu, près de 2 mètres carrés de surface, et le plus lourd, il pèse de 4 à 10 kilos. Comment la peau pèse 10 kilos? Parce que la peau, elle contient l'épiderme, le derme et l'hypoderme aussi, qui est la graisse. Hein, c'est ça. La peau se compose de 3 couches, de dehors en dedans. On a l'épiderme, le derme et l'hypoderme, comme on a dit. Donc l'épiderme, c'est un épithélien pavimentostratifié kératinisé, très mince mais très résistant, qui se compose de dedans en dehors de la membrane basale, composée de cellules souches qui assurent la réépidermisation tous les 21 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple s'il y a une brûlure superficielle qui n'a pas touché la membrane basale, on aura par exemple une cicatrisation au bout de 21 jours. Voilà. Après, on a la couche épineuse, granuleuse, claire. Donc la couche claire, voilà, elle n'est pas présente, elle n'est pas toujours présente. Donc, elle a uniquement fait la peau épaisse. La peau épaisse, par exemple, la plante du pied, le dos, etc. Et la couche la plus superficielle, c'est la couche cornée, qui est faite de cornéocytes, qui sont des cellules aplaties et kératinisées. C'est quoi le rôle de l'épiderme? Il sert d'isolant et permet de bloquer l'entrée des bactéries. Et empêche aussi les liquides vitaux de s'échapper, comme le sang et la lymphe. Maintenant, le derme, qui est la couche intermédiaire, c'est un tissu conjonctif fibroélastique avec un contingent cellulaire et une matrice extracellulaire qui se divise en derme papillaire superficiel, qui est fait de cellules, des fibroblastes, des mastocytes, des lymphocytes, etc., mais aussi des vaisseaux capillaires et lymphatiques et des terminaisons nerveuses. Ce qui explique que dans les brûlures un peu profondes, on ne sent plus la douleur. Donc, si la brûlure est un peu profonde qui a touché le derme papillaire, on ne va pas sentir vraiment la douleur parce que les terminaisons nerveuses sont détruites. Le derme réticulaire est constitué d'un dense réseau de fibres de collagène et d'élastine et des annexes épidermiques, l'appareil pilosébacé et les glandes sudoripares. Donc, c'est lui qui confie à la peau son élasticité, mais aussi, s'il est touché, on aura des alopécies, notamment lors des brûlures du cuir chevelu. L'hypoderme, c'est le tissu cellulo-graisseux sous-cutané. Son rôle essentiel est d'amortir les chocs, protéger du froid et contient la plus grande réserve énergétique du corps. La vascularisation de la peau, brièvement, elle est faite de 3 plexus, sous-papillaire, sous-dermique et sous-hypodermique, disposés horizontalement. Chaque plexus, donc, il contient des artères et des veines.
Et entre chacun, il y a des artères et des veines verticaux qui permettent l'alimentation entre les deux. Voilà. La circulation veineuse et lymphatique, elle est superposée. L'innervation de la peau, elle est très richement innervée, mais cette innervation varie selon la zone anatomique considérée. Par exemple, si on prend la peau du visage ou bien de la face palmaire des doigts, logiquement qu'elle est plus innervée que la peau du dos, par exemple. Bon, ces plexus nerveux vont envoyer des fibres qui aboutissent à des récepteurs dont existent deux catégories. Les terminaisons nerveuses libres, qui sont majoritaires, et les terminaisons nerveuses encapsulées. Si vous vous rappelez des corpuscules, les plus connus, c'est le corpuscule de Meissner et Pacini. Par exemple, le corpuscule de Pacini, on le trouve dans le derme réticulaire et qui va sentir les fortes pressions, contrairement à Meissner qui va sentir les frictions. Voilà. Voilà. Là, les lignes de moindre tension cutanée. C'est un terme très important qu'on utilise souvent en chirurgie plastique. Ça veut dire quoi, les lignes de moindre tension cutanée? C'est les lignes de moindre extensibilité de la peau, bien les lignes de longère. Ainsi, les incisions perpendiculaires à ces lignes entraînent une suture sous tension. Et qui va se traduire par quoi? Par un écart spontané important entre les deux berges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les incisions parallèles doivent être privilégiées. Comme par exemple ici au niveau du front, on voit bien que les lignes de moindre tension sont horizontales et donc on va privilégier les incisions parallèles à ces lignes et donc horizontalement. Le rappel physiologique de la peau. Donc le rôle de la peau, on a dit qu'elle sert de protection mécanique contre les agressions du milieu extérieur, maintien de l'homéothermie par la microcirculation et la sudation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la température du corps est trop élevée, il y aura une vasodilatation pour augmenter la surface d'échange thermique. Donc la peau va rougir et produire de la chaleur, ce qui va provoquer la production de la sueur par les glandes sudoripares. Et cette évaporation va refroidir la surface cutanée et vice-versa en cas de froid. Voilà, donc régulation du métabolisme par les échanges entre la microcirculation, sensibilité et esthétique. Voilà, ça c'est le rôle de la peau grosso modo. La physiopathe par contre, il est primordial de connaître la physiopathologie des brûlures. Bon, on dit que la brûlure est une maladie locale aux conséquences générales. La réaction loco-régionale. Réaction loco-régionale. Le principal précurseur, c'est l'inflammation. Comme tout traumatisme ou toute plaie, on aura la triade de l'inflammation. Voilà, avec œdème qui résulte de l'afflux du sang. Par quoi? Donc la chaleur de la brûlure et les composants vasoactifs de l'inflammation dégagés par la brûlure des tissus va provoquer une hyperperméabilité capillaire. Et donc on aura une fuite des éléments du sang et du plasma et par conséquent une déshydratation, voire même un état de choc si la brûlure est étendue. Et on parle ici de la réaction générale. Et c'est pourquoi il faut assurer une bonne réhydratation dès les premières 48 heures. Parce que sinon, on aura l'état de choc et tout ce qui vient avec une défaillance multiviscérale. Cardiovasculaire avec diminution du débit cardiaque, baisse de la tension artérielle, tachycardie, froideur des extrémités, cyanose, oligoanurie. Bien que le système nerveux autonome, comme tout choc, va s'adapter donc, en libérant des catécholamines qui va provoquer une vasoconstriction périphérique et splanchnique pour préserver l'irrigation du corps et du cerveau aux dépens des autres organes. Et c'est pourquoi on a toujours l'installation première de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle qui est réversible après, bien sûr, une bonne réhydratation,
Aussi, ça peut toucher les intestins avec un iléisme réflexe, une ischémie, insuffisance hépatique, la peau. Voilà, la peau, c'est très important aussi. Il y a toujours des malades qui viennent avec des brûlures superficielles, par exemple du 2e degré superficiel. Et au bout de 2 jours, en cas d'absence de réhydratation ou bien une réhydratation qui est inadaptée, on verra que la brûlure, elle devient profonde. Et on se demande toujours, qui fait à la brûlure qui est une superficielle rougeâtre, après un pansement, 2 jours, tout l'île blanchâtre et profonde. Ben c'est ça, parce que en absence de réhydratation, on aura une ischémie cutanée et avec aggravation des lésions en profondeur. Les poumons aussi, on aura une insuffisance respiratoire, détresse respiratoire et les ulcères de stress pour l'estomac. Voilà, sinon les troubles biologiques aussi. Les troubles biologiques, donc l'hyperglycémie. L'hyperglycémie, elle est provoquée parfois par quoi? L'hyperglycémie, في tout choc, ديما les chocs نلقاو دايما une hyperglycémie, نقولوا peut-être le patient il est diabétique. Ben non, parce que le choc, il y a une inhibition de la sécrétion d'insuline et une activation de la sécrétion de glucagon. Et c'est pourquoi on a toujours une hyperglycémie fait le choc. Hémoconcentration par perte plasmatique, hypercoagulabilité aussi. Donc anémie. L'anémie, elle est secondaire soit à une hémolyse intra- ou extracellulaire par les facteurs plasmatiques circulants, ou bien à une hémorragie de la brûlure carrément, ou bien un ulcère de stress. Les pertes plasmatiques vont aussi provoquer des perturbations de l'ionogramme, donc hyponatrémie, hypoprotidémie, surtout l'albumine, et hypocalcémie, parce qu'une grande partie du calcium se lie à l'albumine. Toute blessure grave aussi peut provoquer une immunodépression. Voilà, c'est les perturbations, c'est pourquoi on dit que c'est une réaction générale. Et après les 48 heures, qu'est-ce qu'on aura? On aura la phase de résorption de l'œdème. Elle est assurée par quoi? Elle est assurée par les lymphatiques et elle se fait lentement. C'est pourquoi il faut faire très attention à l'expansion volémique. Donc, il faut bien calculer le volume nécessaire pour la réhydratation. Sinon, راح نطيحوا في la surcharge. Ou la surcharge, comme il y aura l'OAP, il y aura tout ce qui, toute la cascade qui vient avec. Et à partir de 72 heures, on aura la brûlure maladie, qui est dominée par la dénutrition. La dénutrition, pourquoi? Pourquoi la dénutrition? Parce que notre corps, il est bête et discipliné. Il va essayer de compenser les pertes, et donc, il va y avoir un hypermétabolisme à prédominance catabolique. Voilà. C'est pourquoi il faut toujours débuter une alimentation hypercalorique, hyperprotidique. Sinon, les infections aussi, c'est à partir de 72 heures. Et donc, la brûlure est stérile avant 72 heures. L'anatomopathologie, c'est la classification de Dupuytren. Donc, on a 4 degrés de brûlure. Brûlure du 1er degré. Elle concerne les couches superficielles de l'épiderme. C'est pour ça que Dr. dit un petit rappel anatomique de la peau. C'est juste pour vous orienter. 2e degré, on a le 2e degré superficiel qui touche l'épiderme profond. Le 2e degré intermédiaire, il atteint la membrane basale. Le 2e degré profond, il va arriver jusqu'au derme superficiel. Le 3e degré, il dépasse le derme profond, peut arriver jusqu'à l'hypoderme. Le 4e degré, c'est la carbonisation. Là où il y a par exemple des brûlures qui chauffent des brûlures qui sont noirâtres. Ou là, on a surtout la brûlure électrique, la carbonisation. Voilà, maintenant la clinique. La clinique, faute-na, c'est bon les rappels, faute-na l'introduction, de cas bien tout ce qui est pratique. Parce que la brûlure, la clinique joue un rôle primordial, fait la prise en charge des brûlés. Voilà. Donc l'interrogatoire, qui doit être minutieux. Pourquoi l'interrogatoire? Bon, état civil, antécédent, histoire de la maladie.
soit de la maladie, surtout pour avoir une idée sur les circonstances de l'accident. Les circonstances de l'accident, date et heure. C'est très important. Pourquoi? Parce que, par exemple, la prise en charge d'un patient, l'hygiène à J0, à H0, ou là avant les 6 heures, elle n'est pas la même qu'un patient, l'hygiène à J2. ودول نشوفوها pourquoi? Parce que même les formules de réhydratation, راح يتبدلوا. On va voir après pourquoi. Le lieu aussi, pourquoi c'est important? Parce que, par exemple, une brûlure, explosion de gaz ou bien incendie, dans un milieu clos, il va y avoir un risque de syndrome d'inhalation, donc brûlure respiratoire, donc détresse respiratoire. Voilà. Les mécanismes aussi, soit accident de la voie publique, accident domestique, tentative d'autolyse. Il faut surtout souligner ça, tentative d'autolyse. Et là, il faut faire un bilan toxicologique du patient. Voilà. Présence de traumatismes associés. Les traumatismes associés, une brûlure, un polytraumatisme. Bah oui, parce que, par exemple, lors d'une explosion de gaz, on aura un effet blast. Ou bien, par exemple, explosion d'un véhicule, on aura une éjection. Éjection du patient. Et c'est comme, par exemple, une chute de plus de 3 mètres. Hein. C'est la même chose. Après tout ça, on va faire un bilan, un examen appareil par appareil. À la recherche des signes de choc hypovolémique, l'état de conscience, les signes de détresse respiratoire, comme on a dit, la diurèse aussi. Après, on a l'examen clinique proprement dit, qui est basé sur l'inspection, comme on a dit. Bon, à l'inspection, qu'est-ce qu'on va voir chez un brûlé? Chez un brûlé, qu'est-ce qu'on va voir? Bon, la surface, la profondeur et le siège de brûlure. C'est la cartographie des lésions. Ou menhedi l'inspection, et dit ça va nous permettre de trier les malades, de décider de l'hospitalisation ou non. Voilà. Donc la surface, elle peut être calculée soit par la règle des 9 de Wallace. La règle des 9 de Wallace. La tête, 9%. Un membre supérieur, 9%. Un membre inférieur, 9 fois 2. Le tronc, c'est 9 fois 4. Les organes génitaux externes, c'est 1%. Sinon, on a la méthode Palmer. Donc, pour les petites surfaces, la paume et le doigt du patient, hein, c'est 1%. Sinon, la table de Land and Browder. Land and Browder, elle est plus précise chez l'enfant. Donc, elle est valable que chez l'enfant. Et vous pouvez, par exemple, remarquer ici que la surface de la tête, elle diminue. Par exemple, l'un de nouveau-né, elle est à 9,5. L'enfant de 15 ans, elle est à 4,5. Contrairement aux membres qui m'allègent les cuisses et les jambes. Au contraire. Voilà, ça c'est juste une remarque. Oh là là. Pardon. La cache d'animation. Pardon, je vais essayer de vous montrer les photos en même temps, mais apparemment, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est dommage parce que je voulais vous montrer les... Oh là là. Je voulais vous montrer les photos de chaque brûlure, mais apparemment, c'est pour la profondeur. Bon. C'est dommage que ça marche pas. Mais bon, après, c'est pas grave. Je vais essayer sinon de vous laisser les photos après. Il faut juste savoir que les degrés de brûlure, bon, le premier degré, c'est le fameux coup de soleil. Dommage que ça marche pas. Le fameux coup de soleil, bon, vous pouvez imaginer, après, je vais pouvoir vous laisser peut-être des photos. Bon, le fameux coup de soleil, c'est une rougeur, une chaleur. Il n'y a pas de flicten. Il n'y a pas une lésion. La peau, elle est intacte. Donc, elle peut cicatriser dans peu de temps, moins de 5 jours.
sans laisser de séquelles. Le deuxième degré, il est caractérisé par la présence de phlictène. Phlictène, c'est les bulles. Dommage que vous ne pouvez pas voir les photos. Bon. Après décapage, c'est-à-dire après avoir enlevé les phlictènes, on peut vérifier le sous-sol. S'il est rouge ou bien rosâtre, c'est du deuxième degré superficiel. Bon, la peau, elle est, voilà, c'est là, c'est à droite. Ça, c'est du deuxième degré superficiel. Donc, la peau, on voit bien qu'elle est saignante, qu'elle est douloureuse, avec des sérosités claires, et elle peut cicatriser spontanément aussi au bout de quelques jours, maximum 10 jours, et sans laisser de séquelles. Par contre, le deuxième degré intermédiaire, voilà, c'est à droite, c'est à gauche, pardon. Bon, le deuxième degré intermédiaire, c'est l'aspect en mosaïque, c'est-à-dire qu'il y a des zones blanchâtres, il y a des zones rougeâtres. Et pourquoi? Parce qu'on a dit que la brûlure intermédiaire, elle est au niveau de la membrane basale. Et la membrane basale, comme vous savez tous, qu'elle a des ostrations. Et donc, la brûlure تقدر تقيسنا la profondeur de l'ostration, comme تقدر تقيسنا le sommet de l'ostration هذيك أو تكون superficielle. Bon, la brûlure du deuxième degré profond, après décapage, on va trouver une peau blanchâtre. Les phlictènes ne sont pas constantes. Elles saignent, oui, mais par contre, la douleur, elle est inconstante, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a une atteinte du derme papillaire. Voilà, elle peut aussi cicatriser spontanément, mais bon, elle peut laisser des séquelles. C'est très rare, mais oui, peut-être si la prise en charge initiale n'est pas adaptée. La brûlure du troisième degré, par contre, la peau, elle est cartonnée, elle est blanchâtre, elle est inextensible, ne saigne pas, indolore. Et là, la cicatrisation spontanée est impossible. Donc, ça nécessite une prise en charge spécialisée. Bon, à l'inspection, on a dit la surface, on a dit la profondeur, et maintenant le siège. Le siège, il y a 3 zones. Il y a des zones dites vitales, fonctionnelles et esthétiques. Vitales, face, cou, thorax. Si la brûlure est circulaire, ce qui va gêner les mouvements respiratoires, et donc il y a un risque d'asphyxie, mais aussi par l'œdème. Les zones fonctionnelles, c'est le visage, le dos de la main, et les zones articulaires. Les zones esthétiques, visage, aussi dos de la main. Les caractéristiques, le caractère circulaire. Donc, on a dit déjà, risque vital si brûlure du cou, bien du thorax. Et risque fonctionnel pour les membres, si une brûlure est circulaire au niveau des membres. Bon, s'il y a une lésion du périnée, il y a un risque infectieux accru. Maintenant, pour les critères d'hospitalisation, et c'est toujours dans la clinique. Bon, dans la pratique, pardon. Les critères d'hospitalisation, ils sont là pour nous guider, mais ce n'est pas une science exacte. On ne peut pas décider sur un seul critère qu'un brûlé doit ou non être hospitalisé. La décision repose toujours sur une bonne clinique, un examen complet et un interrogatoire précis. Et en cas de doute, la prudence prime. Mieux vaut hospitaliser au moins pour les premières 24 heures afin d'assurer une surveillance étroite et une réhydratation optimale. Voilà. Si on a par exemple une brûlure au-delà de 15% chez l'adulte, 5% chez le nourrisson, 10% chez l'enfant, le vieillard. Présence du troisième degré au-delà de 5% de la surface cutanée. Les 2 âges extrêmes, moins de 3 ans et au-delà de 60 ans. La localisation, comme on a dit tout à l'heure, face, cou, périnée, parce qu'il y a un risque accru d'infection. Et donc, on doit hospitaliser pour... pardon. Excusez-moi.
Donc voilà, on a dit les deux âges extrêmes, la localisation, pour les brûlures circulaires aussi, l'état associé et traumatisme associé. Bon, en présence de traumatisme associé, il faut toujours solliciter des avis nécessaires et agir rapidement. Le pansement initial doit être réalisé et la réhydratation débuter sans retarder la prise en charge urgente de ces traumatismes, qu'il s'agisse de lésions spléniques, hépatiques ou des membres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je me rappelle bien d'un cas, c'est un brûlé, un brûlé avec des brûlures étendues et profondes. C'était une explosion de gaz avec effet blast. Des brûlures profondes, heureusement, on a fait la palpation, parce qu'automatiquement, on doit faire une palpation avec un examen complet chez les explosions de gaz ou bien, comme on a dit tout à l'heure, les éjections des véhicules, parce qu'on a dit que c'est comme une chute de plus de 3 mètres. Et on a trouvé une défense au niveau abdominal quel que soit, parce que c'était, en tout cas, c'était un traumatisme splénique déjà avancé, parce qu'on a vu le malade après, il est venu, je crois, après 6 heures de brûlure, voilà. Et donc, heureusement, il a été bien pris en charge. Voilà, donc voilà. On peut même demander un body scan pour ce genre de cas. Voilà, ça c'est concernant les critères d'hospitalisation. Les diagnostics de gravité ou bien les scores pronostiques. Voilà, ces scores pronostiques permettent d'évaluer la gravité d'un brûlé et de prédire, dans une certaine mesure, ses chances de survie. L'objectif n'est pas de substituer au jugement clinique, mais de prioriser la prise en charge des patients sauvables et d'organiser au mieux les ressources en cas de catastrophe. Voilà. Les plus utilisés, c'est l'UBS. L'UBS, il est calculé. Comment il est calculé? Bon, la surface brûlée plus 3 fois la surface cutanée brûlée profonde. Voilà. On voit bien, UBS inférieur à 50%, c'est-à-dire la lésion, elle est légère. Entre 50 et 150, elle est grave. Et au-delà de 150, elle est fatale. L'indice de Bow, il est valable que chez l'adulte. Donc, c'est la surface plus l'âge. Si l'indice de Bow est inférieur à 50, la survie est à 100%. S'il est inférieur, voilà. S'il est entre 50 et 120, la survie est à 50%. S'il est supérieur à 120, donc le décès est à 100%. On a sinon l'indice de Tobiasin. L'indice de Tobiasin, il prend en considération le sexe, l'âge, la présence de brûlures profondes, 3e degré, brûlures pulmonaires et surface. Concernant les formes cliniques, donc on a les formes selon l'âge. La brûlure, elle est grave, comme on a dit, chez les deux âges extrêmes, selon le terrain. Bon, les brûlures chez la femme enceinte, elles engagent le pronostic maternel et fœtal. Pour le diabétique, donc, on aura un retard de cicatrisation, car elle favorise les infections, entraînant de plus un déséquilibre glycémique. Et on va entrer dans un cercle vicieux. L'immunodépression, donc un risque infectieux élevé. Pour l'épileptique, la brûlure, elle est grave et profonde. L'imagine un épileptique, on trouve une brûlure profonde. Pourquoi? Parce que le temps de contact est élevé. C'est un épileptique qui doit perdre connaissance. Et en général, on va trouver des brûlures multiples. En quelque sorte, les malades de demain, en quelque sorte, parce que c'est des brûlures itératives. Voilà, les formes associées, syndrome Fasman. Syndrome Fasman, c'est-à-dire que on va se protéger souvent, on va protéger notre visage avec nos mains, quoi. Et c'est pour ça qu'on aura une brûlure du dos de la main et de la face. Les traumatismes, on en a déjà parlé. Et brûlure respiratoire. Donc la brûlure respiratoire, déjà, elle est évoquée avec un bon interrogatoire. On a dit que incendie ou bien explosion de gaz dans un milieu clos. La clinique, on va trouver une voix rauque, une toux, dyspnée, expectoration noirâtre, des sibilants à l'auscultation, brûlure des poils du nez et syndrome de détresse respiratoire, carrément.
Le diagnostic de confirmation se fait par la bronchofibroscopie, pardon. Maintenant, concernant la conduite à tenir, bon, après tout ça, c'était une conduite à tenir, entre autres fait le cours, mais aussi c'est pratique aussi. Parce que l'interrogatoire et l'inspection, on a dit qu'ils font la plus grande partie de la conduite. Bon, sur les lieux de l'accident, bien sûr, c'est le rôle principal de la protection civile, mais en tant que médecin, et même comme citoyen, il est essentiel de connaître ses premiers gestes. Cela permet de protéger la victime, éviter l'aggravation des blessures et gagner un temps précieux avant l'arrivée des secours spécialisés. Donc, elle se fait par quoi? Soustraire la victime du lieu dangereux, interrompre l'exposition par la manœuvre stopper, tomber et rouler. Le cooling, c'est le refroidissement des zones brûlées. Il se fait par quoi? Par la règle des 15. Ça veut dire quoi? Donc, il faut refroidir par de l'eau tiède à 15 degrés pendant 15 minutes. Bon, pas l'eau tiède, l'eau un peu froide quand même. Déshabiller le malade, et ça concerne uniquement les vêtements non adhérents. Et surtout, il faut enlever les bagues et les bracelets. Pourquoi? Parce qu'il y aura un risque d'effet de garrot. Parce qu'après la brûlure, on a dit qu'il y aura l'œdème et tout, donc ça va faire un garrot. Couvrir la brûlure par des draps ou bien des serviettes propres, appeler le SAMU, éliminer une urgence vitale et commencer l'oxygénothérapie. Parce que il y a toujours une hypoxie d'ambiance chez tout traumatisé. Si le malade est inconscient, il faut toujours vérifier la liberté des voies aériennes supérieures et le positionner en position latérale de sécurité. Rechercher d'autres lésions associées, comme on a dit, par exemple fracture des membres ou autre. Et après, il vient le transport médicalisé par une ambulance équipée, chauffée, en position demi-assise, et poursuivre les premiers gestes de secours, et cela pour les grands brûlés. Maintenant, le malade est en milieu hospitalier. Quel est le but de notre prise en charge? C'est de préserver le pronostic vital par une bonne réanimation électrolytique et respiratoire. C'est d'éviter les complications par un traitement local adéquat et prévenir les séquelles par un traitement chirurgical précoce. Bon, le malade est arrivé. Il est là, à votre structure. Pour les médecins généralistes qui sont souvent en première ligne, il est crucial de savoir trier les brûlés. Et comme nous l'avons déjà mentionné, un interrogatoire précis, une inspection soigneuse du patient permettent souvent de détecter les critères qui justifient une hospitalisation ou un transfert rapide dans des centres spécialisés pour grands brûlés. Le tri est donc une étape vitale. Pardon. Bon. On a décidé d'hospitaliser le malade. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'admettre. On doit le mettre en condition par deux abords veineux périphériques ou bien un abord veineux central en zone non brûlée. Lunettes à oxygène, il faut poursuivre l'oxygénothérapie. Sonde urinaire pour quantifier la diurèse et voir l'aspect des urines. Il faut doucher le malade, désinfecter les lésions, enlever l'épiderme mortifié, c'est-à-dire le décapage des flictènes. Et après cela, on peut faire une cartographie précise des lésions. Ça veut dire évaluer avec précision la surface et la profondeur. Parce qu'au début, le malade, grosso modo, c'est profond, voilà, la surface à peu près attend bien, on estime à peu près. Mais après décapage et après douchage et après tout cela, on peut évaluer avec précision. Voilà.
Faut demander un bilan d'urgence complet, FNS, VS, TP, TCK, urée, créa, ionogramme, glycémie, groupage, résus, les enzymes musculaires, parce que la destruction, la brûlure des muscles va provoquer une libération des enzymes musculaires, sérologie complète, et on a dit un bilan toxicologique pour surtout les tentatives d'auto-église. Pour le traitement médical, bon, les antalgiques, les IPP pour prévenir l'ulcère de stress, et surtout, je veux souligner surtout un truc très important qui est l'antibiothérapie. S'il vous plaît, ne donnez pas une antibiothérapie probabiliste, sauf si il y a des signes généraux de sepsis, une fièvre par exemple. Et comme on a dit déjà, la brûlure, elle est stérile avant 72 heures. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de donner des antibiotiques juste comme ça, parce que ça va favoriser les résistances. Voilà. Et aussi une prévention antitétanique. Maintenant, la réanimation hydroélectrolytique. Bon, je vais vous dire comment calculer les formules de réanimation, de réhydratation. Mais cela n'empêche pas qu'il faut toujours aviser le réanimateur, comme on a dit, pour ne pas après tomber sur les surcharges. Maintenant, on a la formule la plus utilisée, c'est la formule de Parkland. C'est 4 fois la surface brûlée fois le poids en kilogrammes. Et là, on utilise les cristalloïdes avec alternance de sérum sali isotonique et de sérum glucosé. La moitié fait les 8 premières heures et l'autre moitié fait les 16 heures restantes. Voilà, c'est facile. Par contre, la formule des Vance, c'est une formule plus intensive. En cas de retard diagnostique, par exemple, lorsque l'état de choc est déjà installé, ou bien chez le patient taré, ou bien âgé. Et là, parce qu'elle utilise les cristalloïdes et les colloïdes avec les demi-millilitres de base. Comment elle est calculée? 2 fois la surface cutanée brûlée fois le poids plus 2000 millilitres. Voilà. Kiff, la même chose. La moitié de cristalloïdes fait les 8 premières heures et l'autre moitié fait les 16 heures restantes et l'autre moitié alternance entre cristalloïdes et colloïdes. La formule de Carvajal, par contre, c'est une formule qui intéresse les enfants. Voilà. Pardon. Bon, il faut souligner aussi l'importance de la surveillance des entrées et des sorties pour éviter les surcharges, surtout. Donc, la diurèse, en principe, normalement, elle doit être entre 0,5 et 1 ml par kilogramme par heure. Il faut aussi faire un bilan biologique et un monitorage toutes les 8 heures, les premières 48 heures. Donc, bilan biologique, les enzymes musculaires, l'ionogramme, la fonction rénale, la glycémie. Monitorage, fréquence cardiaque, respiratoire, température, bon, tension artérielle. La réanimation respiratoire, elle peut aller de la simple oxygénothérapie jusqu'à l'intubation. L'intubation a ses indications. Et l'iroma, comme on a dit tout à l'heure, brûlure de la face, du visage, ou bien brûlure circulaire du cou. Et là, parce qu'il y a un risque d'œdème laryngé, il faut intuber le plus tôt possible. Sinon, l'intubation devient impossible et on sera obligé de faire une trachéotomie. Bon, pas nous, mais nos chers collègues réanimateurs. Bon, aussi pour les gastro inférieurs à 8, donc les troubles de conscience. Le traitement local, donc c'est bon. On a tout fait, la réanimation, etc. Donc on attaque la brûlure elle-même. Le traitement local, on va commencer par les gestes d'urgence. Les gestes d'urgence, c'est les escharotomies et les aponévrotomies. Bon, les escharotomies, c'est quoi? C'est les incisions cutanées de décharge. C'est un geste prophylactique simple, toujours réalisé en peau brûlée, qui permet d'ouvrir le derme, mais pas les aponévroses musculaires
musculaire. Faites attention, c'est uniquement le derme, afin de libérer les éléments sous-jacents. Maintenant, quand la réaliser? Lorsque la lésion est cartonnée, inextensible, du 2e degré profond et du 3e degré circulaire ou semi-circulaire, avec à l'examen clinique, au niveau du cou, une dyspnée inspiratoire, parfois protrusion de la langue, turgescence des jugulaires, exophthalmie bilatérale. Au niveau du tronc, lorsqu'il y a une gêne, des mouvements respiratoires. Au niveau du membre, lorsqu'il y a une turgescence des veines superficielles, avec aspect bleuté des téguments et stase traduisant la stase veineuse. Voilà. Les actions de décharge sont en fait selon des trajets prédéfinis. En incisant, on a dit uniquement la peau, et l'incision doit dépasser la lésion de 1 cm en peau saine. Le contrôle de l'efficacité par la plasmorrhée. Plasmorrhée, c'est-à-dire dès qu'on ouvre la peau, on remarque qu'il y a une fuite plasmatique, et c'est l'œdème qu'on a dit tout à l'heure, c'est la fuite due à la brûlure. Réapparition des peaux distaux, parce qu'il y a un soulagement, il y a une libération des éléments sous-jacents, et recoloration des téguments. Et par contre, la principale complication, c'est le saignement. Et c'est pourquoi il faut faire attention, il faut faire une bonne hémostase. Bon, là, c'est les tracés au niveau du cou. Voilà, on voit bien qu'il suit l'axe vertical du cou sur le bord antérieur des 2 muscles sternocleidomastoïdiens. Elle débute depuis la base du cou vers le menton. Voilà, au niveau du tronc, on remarque qu'elle suit les lignes axillaires antérieures, droite et gauche, en commençant à 1 cm sous la clavicule, pour éviter les vaisseaux sous-clavier. Voilà. Et elle se termine en rebord costal. Au niveau du membre, elle suit l'axe du membre en commençant toujours par le versant interne. Si ça suffit, on s'arrête. C'est surtout par rapport à la cicatrice plus tard, parce que le versant interne hydrate après, voilà, mais le versant externe, ça prend une cicatrice évidente, donc c'est pourquoi. Au niveau aussi des doigts, les incisions sont dorsales dans les espaces intermétacarpiens. Voilà, ça c'est au niveau du dos de la main. Mais au niveau des doigts, sont dorsales un peu au-dessus de la jonction dorso-palmaire pour rester à distance des axes vasculo-nerveux. Au niveau du membre inférieur, c'est la même chose par rapport comme au niveau du membre supérieur. Les aponévrotomies. Bon, l'aponévrotomie, contrairement aux incisions des charges, ce n'est pas un geste simple, c'est une intervention chirurgicale qui doit se faire avant les 6 heures. Et elle consiste à l'ouverture de l'aponévrose des loges musculaires dans un but de décompression. Les indications, c'est l'électrisation vraie ou bien suspicion d'électrisation, brûlure circulaire non soulagée par une escharotomie seule, et toute situation contribuant à un syndrome des loges, par exemple un traumatisme, un plâtre serré, hématome compressif, etc. Avec à l'examen clinique les 5 P. Les 5 P ou chirurgien, c'est pain, pâleur, pouls, abolie, paresthésie, paralysie. Voilà. L'efficacité, par contre, ici, c'est la saillie du muscle à l'ouverture de l'aponévrose, parce qu'il était comprimé, et dès qu'on ouvre l'aponévrose, il va sortir comme ça, on aura une saillie des muscles. La complication essentielle, c'est les infections. Bon, on a tout fait, on a même fait les gestes d'urgence. Maintenant, on attaque directement le pansement initial des brûlures, qui est la même chose, une étape très importante que tout médecin doit connaître. Parce qu'il dit un malade, même si par exemple un avis spécialisé, sans pansement. Il faut faire un pansement et après, voilà. Le pansement initial doit se faire dans une asepsie rigoureuse avec des gants, casaques stériles, masques, des infections au sérum salé isotonique ou bien la bétadine moussante, rinçage au sérum salé,
Ablation des flictins, c'est le décapage. Appliquer un antiseptique local. Le premier pansement, souvent, c'est sans tulle gras pour ne pas retarder la couverture des brûlures. Puis couvrir avec des compresses stériles, parfois au début imbibées. Bon, l'antiseptique local le plus utilisé dans les hôpitaux, c'est la flamazine. Ça, on le connaît tous. Puis couvrir avec des compresses stériles et bandages élastiques. Et surtout aussi, s'il vous plaît, évitez les colorants, surtout l'éosine, et évitez les topiques comme la biafine. Ça, c'est faux. Le pansement initial, il doit être confortable, non compressif, limiter la douleur, peu adhésif, et permet la mobilité et la rééducation. Ça veut dire qu'il doit être adapté à la région. Par exemple, adapté à la région et aussi en capacité cutanée maximale pour éviter les brides. Par exemple, si on a une brûlure du pli du coude, on doit mettre une attelle avec le coude en extension pour éviter les brides et les séquelles tardives. Par exemple, pour les brûlures du dos de la main avec les doigts. Bon, déjà, le pansement doit... on doit séparer les doigts pour éviter les brides commissurales, mais aussi faire un pansement avec la main en flexion. Pourquoi en flexion? Pour mettre le dos de la main en capacité cutanée maximale et éviter les brides du dos de la main. Voilà. Après tout cela, on a fait le pansement, on a tout fait. On entame l'alimentation hypercalorique ou hyperprotidique. On installe le malade sur un matelas anti-escar en position demi-assise avec un changement de pansement 1 jour sur 2. Maintenant, si la brûlure, ou bien si les brûlures sont superficielles et peuvent cicatriser avec les pansements selon les étapes de cicatrisation, ce qu'on appelle la cicatrisation dirigée. Bon, il s'agit d'un autre chapitre très important et assez long que nous n'allons pas aborder aujourd'hui. Nous pourrons peut-être y consacrer une autre séance, je ne sais pas. Il faut juste savoir qu'elle passe par 3 étapes. La détertion, le bourgeonnement et l'épidermisation, et chaque étape a son propre topic, sa propre méthode, etc. En revanche, pour les brûlures profondes, notamment au niveau des zones fonctionnelles et esthétiques, nécessitant une prise en charge spécialisée, comme ici, où une greffe a été réalisée, il est indispensable de transférer le patient vers une structure adaptée, et comme ce cours s'adresse surtout aux médecins généralistes et aux étudiants en médecine, et non aux chirurgiens spécialistes, nous allons nous arrêter ici pour la partie pratique. Voilà. Maintenant, si l'hospitalisation n'est pas nécessaire, il faut réaliser un pansement en suivant le même protocole. La différence se fera surtout au niveau du topic spécifique selon le type de brûlure. Par exemple, pour une brûlure du 1er degré, on a dit le coup de soleil, pas besoin de pommade spéciale. Il suffit d'une protection solaire avec peut-être une crème hydratante. Sinon, il faut simplement réaliser un pansement antiseptique de qualité et en insistant sur le choix d'un topic antiseptique approprié, mais aussi sur la façon de positionner le pansement. On a dit que, par exemple, pour les mains ou les plis comme le coude, il faut adapter le pansement afin de protéger la mobilité, éviter les séquelles fonctionnelles. Et du coup, le pansement initial reste primordial. Ensuite, le patient peut être orienté vers un spécialiste pour le prochain rendez-vous et le protocole doit être poursuivi tous les 2 jours avec un suivi régulier jusqu'à cicatrisation complète. Voilà pour les traitements complémentaires. La rééducation en capacité cutanée maximale, on l'a déjà dit, la pressothérapie. Bon, c'est hyper spécialisé, mais il y a 2 types de pressothérapie, la souple et la rigide avec les plaques de silicone et tout. Le massage, les crèmes hydratantes, l'appareillage prothétique pour les amputations, la prise en charge sociale et psychologique du patient, c'est très important. C'est très très important, surtout pour les tentatives d'autolyse. Il ne faut pas oublier ça. La protection solaire aussi, c'est très important parce que la peau brûlée
la peau jeune, elle est très fragile. Et donc, si on n'est pas une protection solaire, il risque de même des dégénérescences malignes, l'hyperpigmentation et tout ça. Les complications, les complications communes à toute chirurgie, comme l'hémorragie, les infections, les thrombophlébites, les accidents liés à l'anesthésie. Sinon, les spécifiques, pour les escharotomies, les excisions, on a dit lésions vasculaires nerveuses, saignements, les infections. Pour les greffes et les lambeaux, toujours les infections, les hématomes. Les complications tardives, fragilité des cicatrices, ulcération, troubles de sensibilité, les cicatrices hypertrophiques et kéloïdes, les brides rétractiles, dégénérescences malignes et les complications psychosociales. Bon, pour la prévention primaire, elle vise à diminuer l'incidence des brûlures. La prévention aussi, elle est très importante. Elle vise à diminuer l'incidence de brûlures et elle fait appel à des campagnes de sensibilisation et d'information de la population face aux risques domestiques et industriels. Et là, il y a quelques recommandations pour prévenir les accidents domestiques. Par exemple, ne pas utiliser de fer à repasser à proximité d'un enfant, généraliser les détecteurs de fumée, comment on fait les étapes de cicatrisation avec le malade? Est-ce qu'il y a des gestes à faire? Saïda, je suis désolée, mais là, c'est un autre chapitre très long. C'est la cicatrisation dirigée. Avec chaque étape, par exemple, la détertion, mécanique, chimique, enzymatique, le bourgeonnement, c'est topique. Si on veut obtenir un bon bourgeon, on utilise la vaseline neutre. Sinon, si on veut affaisser le bourgeon ou bien l'aplatir, on utilise par exemple la bétaméthasone. L'épidermisation, c'est les crèmes cicatrisantes. C'est un chapitre très très long. Si vous voulez, comme dire une autre séance concernant la cicatrisation. De toute façon, ADA, c'est un cours général pour la prise en charge en général des brûlés. En général. Mais tout le reste, c'est très spécialisé, mais je peux vous le faire. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit généraliser les détecteurs de fumée, contrôler les tuyaux de gaz et contrôler l'eau sanitaire. La prévention secondaire, elle vise à diminuer la gravité par une prise en charge initiale adaptée. Les incisions de décharge, les pansements adaptés, les postures en capacité cutanée maximale pour éviter les brides et les séquelles et les synéchies, les excisions greffes précoces pour les brûlures profondes, cicatrisation dirigée, justement, pour les brûlures superficielles et intermédiaires. Tertiaire, c'est le traitement des séquelles dans les centres spécialisés. Voilà. Et là, on a terminé avec notre cours. Et en conclusion, la brûlure est une atteinte cutanée d'une grande fréquence. Les brûlures thermiques sont les plus fréquentes, méritent toute l'attention du médecin généraliste, souvent consulté en premier sur les lieux de l'accident, et une prise en charge spécialisée multidisciplinaire si grave. Le pronostic vital, fonctionnel, esthétique et psychologique sont mis en jeu, et intérêt primordial de la prévention. Et on vient de terminer notre cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'irai. Désolée encore une fois pour le retard.
Bon, pour la biafine, on peut l'utiliser dans les brûlures superficielles en premier. Bon, la biafine, non. On l'utilise uniquement pour les brûlures de premier degré, c'est-à-dire les coups de soleil. Les coups de soleil, pourquoi? Parce que c'est une crème, bon, c'est une crème beaucoup plus hydratante. Donc voilà pourquoi je l'utilise pas pour les brûlures du deuxième degré. Et voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Salsabil, Inch'Allah, ok. Inch'Allah, on va programmer ça prochainement. Bon, Nestlé, les adjuvants à bon, il me donne l'ordonnance de sortie. Très rabak ça arrive, hein. Il me donne l'ordonnance de sortie. Alors, les adjuvants, c'est-à-dire, wesh, c'est-à-dire tout ce qui est vitamines, tout ce qui est crème anti-solaire, c'est le traitement complémentaire. J'ai pas vraiment compris la question. Bon, les adjuvants, ils mettent toujours la rééducation, le massage, les vêtements de pressothérapie, le soutien psychologique, l'écran total. Ça donc, c'est les adjuvants de sortie. Après, voilà. Ça doit ramasser les traitements complémentaires. C'est ça votre question? Et on peut aussi prescrire les douches filiformes, ce qu'on appelle la balnéothérapie. Bon, voilà. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on termine le live. Et merci beaucoup pour votre présence. Et encore, on est désolé pour le retard. Et à la prochaine, Inch'Allah, peut-être pour d'autres thèmes.